Le cours de cette année sera consacré à la correspondance à l'époque paléo-babylonienne et je serai amené, bien entendu, à utiliser en priorité, je dirais, une de nos sources principales, à savoir les archives de Marie. Et cette année sera donc la première où je parlerai avant tout de ces archives de Marie. Et j'ai donc pensé intéressant de commencer par une sorte de rétrospective sur l'histoire de la redécouverte et de la publication de ce qu'on peut, sans exagérer, qualifier d'un des plus beaux trésors de toute l'Antiquité. Et cette rétrospective, que j'accompagnerai aussi d'une prospective, nous occupera aujourd'hui et la fois prochaine. Les archives paléo-babyloniennes ont commencé à être découvertes dans le palais de Marie par André Parrot lors de sa deuxième campagne de fouilles au Tel Hariri dans l'hiver 1934-1935, très exactement le 4 février 1935, donc voilà un peu plus de 82 ans. Et quand j'ai commencé à faire des calculs, je me suis rendu compte, avec des sentiments mélangés, je dirais, que j'ai personnellement vécu la deuxième moitié de cette fort longue histoire, puisque j'ai visité Marie à 17 ans, l'année de mon bac, en août 1971. Il y a donc plus de 45 ans. Voilà, je vous transmets mes sentiments mitigés tels quels. Comme vous le voyez sur cette photographie, Parrot était alors en train de dégager le palais pressargonique qui n'était pas encore à ce moment-là pourvu de la couverture qui devait plus tard le protéger. Et puis j'ai eu par la suite la double chance d'entrer en 1979 dans le groupe des épigraphistes qu'on appelait alors l'équipe de Marie, où je fus accueilli par Maurice Biraud sur la recommandation de Jean-Marie Durand, et en même temps la chance d'être associé dès 1979 par Jean Margueron aux travaux archéologiques et épigraphiques à Tel Hariri, dont il reprenait à ce moment-là la direction. Je n'ai pas connu personnellement André Parrot, je l'ai seulement vu une fois au Louvre, alors qu'il faisait visiter à des amis l'exposition qu'il y avait organisée en 1973 et pour laquelle il avait réussi à faire venir à Paris les statues d'Ishtupilum, d'Urnanché et de la déesse au vase jaillissant que j'avais pour ma part vu déjà 2 années auparavant au musée d'Alep, ou de Damas, selon. J'ai en revanche connu la plupart des membres de l'ancienne équipe des épigraphistes, à commencer par Georges Dossin. Et si je commence par évoquer les figures de Parrot et de Dossin, c'est parce qu'ils ont été les fondateurs de la série des Archives royales de Marie, et c'est cette aventure scientifique toujours en cours dont je voudrais retracer l'histoire. Alors, je précise tout de suite que je ne parlerai pas de la totalité des recherches épigraphiques sur Marie, puisque Jean Margueron a confié les textes qu'il a découverts à Tel Hariri à partir de 1998 à une nouvelle équipe. Donc je ne parlerai que de ce qu'on appelle communément les archives royales de Marie, c'est-à-dire, pour l'essentiel, les textes exhumés par André Parrot entre 1934 et 1939 dans le Grand Palais Royal, découvertes qui ont été complétées par la suite jusqu'en 1974, donc date de sa dernière campagne à Tel Hariri. Nous allons suivre dans un premier temps la pérégrination des tablettes depuis le site de Tel Hariri jusqu'à Paris et les différentes localisations successives dans notre capitale, et puis ensuite leur retour en Syrie. Et nous commencerons ensuite l'historique de l'organisation de la recherche que nous achèverons la semaine prochaine en indiquant en même temps un certain nombre de perspectives pour la suite de la publication de ces archives. L'essentiel des archives du Palais de Marie a été découvert par André Parrot entre 1934 et 1937, c'est-à-dire en 4 campagnes. Et je voudrais commencer par citer les passages des rapports préliminaires parus dans la revue Syria, où Parrot évoque ces découvertes épigraphiques qu'il appelait, selon l'humeur du jour, moisson ou encore butin. Deuxième campagne, hiver 1934-35, il y eut tout d'abord un très important butin épigraphique, plus de 2500 tablettes recueillies.
Troisième campagne, l'hiver 35-36, il y eut d'abord une énorme moisson épigraphique, quelques 13 000 textes qui ont été recueillis cette année en 2 lots concentrés dans 2 pièces distinctes, numéros 108 et 115, et puis il ajoute une centaine de tablettes provenant des chambres 77 et 79. On continue, quatrième campagne dans l'hiver 36-37. Cette année, nous avons à nouveau une très importante moisson épigraphique, 6 à 8 000 tablettes recueillies en 3 lots importants, concentrées en des pièces distinctes. D'abord, 2 véritables placards non soupçonnés l'an passé dans la pièce aux archives, salle 115, puis dans une chambre, salle 135, en bordure de la cour 131, enfin à proximité des cuisines, les salles 215 à 217, dont le dégagement n'a pu être achevé faute de temps. Outre ces 3 lots, des tablettes isolées furent ramassées un peu partout, épaves abandonnées par les pillards comme objets de non-valeur au moment de la destruction du palais. On reviendra sur ce point par la suite. Et enfin, la 5e campagne automne 1937, donc la conclusion. Nous ne serions pas complets si nous ne signalions pas que cette année encore, la trouvaille des tablettes s'est poursuivie. Plusieurs centaines de pièces ont été recueillies et Parrot donne ensuite le détail. Donc si pour 1938, il n'y a eu pratiquement rien parce que en fait, Parrot n'a pas vraiment travaillé dans les zones du palais qui étaient susceptibles de donner des tablettes. Donc si on fait, sous forme d'un tableau, un bilan, et qu'on additionne 2500, 13 000, 6 à 8 000, plusieurs centaines, eh bien ça nous donne un total entre 21 500 et 23 500, plus plusieurs centaines. Et on peut voir que ces estimations numériques du premier fouilleur de Tel Hariri sont assez approximatives parce que dans l'avant-propos du premier volume des Archives royales de Marie, paru en 1949, Parrot indiquait un énorme butin, quelques 20 000 tablettes et fragments de tablettes, ce qui ne correspond pas à l'addition que l'on peut faire à partir de ces rapports préliminaires. Donc on voit que ce sont des indications, comme on dit familièrement, à la louche. La raison de ce flou est très simple, même si ça paraît un peu surprenant, il ne fut dressé aucun inventaire au moment de la découverte des archives. Et cela pour une raison, là encore, assez étonnante, et même qui peut paraître incroyable aujourd'hui, aucun épigraphiste ne fit partie de la mission de Marie lors des 4 premières campagnes. C'est seulement à partir de la 5e campagne et lors de la 6e, pour me limiter à l'avant-guerre, que Georges Jossin a participé à la fouille, alors donc que la totalité, la quasi-totalité des archives avaient déjà été exhumées, si l'on en croit le décompte de Parrot lui-même. Vient alors la question du sort de ces tablettes. À l'époque, vous le savez, la Syrie était sous mandat français et la loi des Antiquités de 1933 prévoyait le partage des objets exhumés lors des fouilles entre l'État syrien sous mandat et le chef de mission. J'ai retrouvé le règlement qui a été publié à Beyrouth en 1935 et qui précise à l'article 68 « À la fin de chaque campagne, le directeur du service des antiquités dressera un projet de partage des antiquités mobilières découvertes au cours des fouilles et de celles-là seulement. Le chef de la mission constituera 2 lots d'égale importance. Le directeur du service des antiquités jugera de l'équité de cette répartition et choisira librement un des 2 lots pour l'attribuer aux collections de l'État, tandis qu'il remettra l'autre au chef de la mission. Toutefois, il aura pouvoir de mettre hors partage pour l'attribuer aux collections de l'État tel objet dont l'importance lui paraîtra primordiale pour ses collections. Et c'est ainsi que les tablettes découvertes par Claude Schaeffer à Ougarit avant 1939 ont été divisées entre la Syrie et le musée du Louvre. Celles trouvées par Max Mallowan à Chagar Bazar à la même époque ont été divisées entre le musée d'Alep et le British Museum. Et si vous lisez les mémoires d'Agatha Christie, elle raconte avec beaucoup d'humour les séances de partage auxquelles il a été procédé selon, donc, en application de ce règlement. Même chose pour les découvertes de Wooley entre le musée d'Antakya, qui est devenu turc à partir de 1939, mais qui était au départ encore en Syrie, et le British Museum, etc. Mais
Les tablettes de Marie n'ont pas été réparties de cette manière entre le musée du Louvre et celui d'Alep. Et une nouvelle fois, la raison en est très simple. Dans la mesure où il n'y avait pas d'inventaire précis qui avait été dressé sur le terrain, il était impossible de procéder à un partage. André Parrot a négocié un accord spécial avec le directeur du service archéologique près le Haut Commissariat de France en Syrie et au Liban, qui était alors Henri Seyrig, et c'est un accord qui était très intelligent. Les tablettes ont été exclues du partage, pas le reste, et c'est la raison pour laquelle vous avez des objets provenant de Marie au musée du Louvre, mais il n'y a pas de tablettes. Les tablettes donc ont été exclues. Il a été admis qu'elles restaient en totalité la propriété de la Syrie, mais elles ont été prêtées pour étude à la France et avec comme clause qu'elles seraient restituées à la Syrie au fur et à mesure de leur publication. Ça s'est révélé un très bon accord pendant 60 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1995, au moment où cet accord a été dénoncé par la Direction générale des Antiquités et des Musées de Syrie. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est donc dans ces conditions que la totalité des tablettes arriva au Louvre. Alors, il faut bien préciser ici qu'il s'agissait d'une simple localisation physique, qui était due au fait qu'André Parrot était devenu conservateur au Louvre en 1937. À ma connaissance, aucun document concernant l'arrivée des tablettes au Louvre n'a jusqu'à présent été publié, mais on peut voir que le transport s'est fait à la fin de chaque campagne, puisque en novembre 1936, rendant compte de ses découvertes dans l'hiver 35-36 dans la salle 115, Parrot écrivait ceci: « Texte de première importance, puisque ce sont en majeure partie des lettres qui, ainsi que l'a reconnu M. François Thureau d'Angin, constituent la correspondance diplomatique du dernier des rois de Marie, Zimri-Lim, avec ses ambassadeurs, émissaires, espions, avec aussi Hammurabi, roi de Babylone. On peut dire que grâce à cette moisson, dont l'étude a été commencée par messieurs Dossin et Jean, c'est non seulement toute l'histoire du Moyen-Euphrate qui réapparaît, et avec quel détail, mais celle même de la grande période de Babylone à la fin du IIIe millénaire, j'ajoute selon la chronologie haute qui était celle des années 30. Donc XVIIIe siècle selon la chronologie moyenne communément adoptée aujourd'hui. Une centaine de tablettes provenant des chambres 77 et 79 a été remise à messieurs Boyer et Nouguerol, et mademoiselle Rutten a été chargée de l'étude de 32 fois inscrits ramassés dans la chambre 108. Donc l'examen des textes au Louvre avait déjà commencé en 1936. Et de fait, on a l'inventaire du lot des tablettes de la salle 115 confié à Georges Dossin qui comporte la lettre A comme préfixe, et les tablettes confiées à Charles-François Jean comportent le préfixe B, et par la suite, il y a eu transfert de tout ça dans un inventaire général. Donc aucune tablette n'est entrée dans les collections du Louvre, et il n'y a donc pas eu d'inventaire qui en ait été dressé à ce moment-là, ce que nos interlocuteurs syriens, dans les années 1990, ont eu quelque mal à admettre. Comment un des plus grands musées du monde, lorsque les tablettes sont arrivées, ça n'a pas été inventorié? Mais oui, mais il ne s'agissait pas de faire rentrer les tablettes dans les collections du Louvre, car sinon, vous savez que le statut des musées nationaux fait que c'est quelque chose qui est inaliénable. Donc il aurait été impossible de restituer ces tablettes à la Syrie. Il s'agissait simplement d'un dépôt pour étude, mais l'ambiguïté a été effectivement entretenue par le fait que les copies des tablettes qui ont été publiées dans la série des Archives royales de Marie ont été publiées dans la collection des textes cunéiformes du Louvre, et donc ceci évidemment prêtait à ambiguïté. Pendant la guerre, les archives furent évacuées, comme l'ensemble du contenu du Louvre, dans les châteaux de Chambord et de Cheverny. Alors, pardon, il y a une photo qui n'est pas à sa place. Donc voilà Chambord et Cheverny. Et je voudrais donc montrer une anecdote, vous citer une anecdote à ce sujet qui montre le caractère très artisanal de l'opération. Elle figure dans une lettre de Thureau d'Angin à Dossin qui est datée du 29 août 1940. Dans le courant de mai, ma femme a pris la peine de transporter à Cheverny les 2 caisses de tablettes qui étaient en dépôt chez moi à Marmousse, Marmousse étant le château de famille des Thureau d'Angin près de Dreux. Donc on voit que l'évacuation du Louvre s'est faite un peu dans le désordre, mais finalement les tablettes donc, ont séjourné, semble-t-il, essentiellement à Cheverny. Quand je parle de Chambord et Cheverny, c'est pour l'ensemble des collections du Louvre. Et à la fin de la guerre, eh bien, les tablettes sont retournées au Louvre comme l'ensemble des collections, et elles y sont restées pendant 25 ans.
Mais André Parrot a pris sa retraite en 1972. Et donc les tablettes n'avaient plus de raison de rester au Louvre, qui par ailleurs avait besoin d'espace. Et donc Emmanuel Laroche offrit alors d'héberger les tablettes au Collège de France. Donc on peut voir ici une vue de la cour du Collège de France en 1961, avant ravalement, avec dans l'angle un zoom sur Georges Dossin, à l'occasion donc de la 10e rencontre archéologique qui s'était tenue en 1961. Et cet hébergement s'était fait sous la forme d'une petite pièce dans le sous-sol du cabinet d'assyriologie, qui était pourvu de rayonnage, mais avec seulement une petite table de travail, donc un lieu absolument pas propice au travail d'une équipe. En 1982, lorsque Jean-Marie Durand succéda à Maurice Biraud, les tablettes changèrent à nouveau d'hébergement. Grâce à Michel Fleury, qui était alors président de la 4e section de l'EPHE, où Jean-Marie Durand travaillait à ce moment-là, nous pûmes nous installer dans les combles de l'hôtel de Châlons-Luxembourg, dans le Marais, dont il était affectataire au titre de la commission du Vieux Paris. Et c'est là où ont été notamment élaborés les volumes 23 et 26 des Archives royales de Marie. Et c'est en souvenir de cette période cruciale que nous avons choisi le portail de l'hôtel de Châlons-Luxembourg comme symbole de la série des Florilegium Marianum. Mais quelques années plus tard, des travaux importants durent être effectués dans le bâtiment, de sorte qu'en 1987, les archives furent relogées dans un autre local de la ville de Paris, au 9 rue de la Perle. Donc, au 9 rue de la Perle, là encore une adresse prestigieuse, allais-je dire, à 2 pas du musée Picasso, mais des conditions de travail plutôt sommaires, dans un entresol étiré en longueur. Toutefois, un avantage formidable, puisque nous continuions à avoir 24 heures sur 24 et 365 jours par an accès aux tablettes. Alors j'ai recherché des photos de cette époque, mais ce n'était pas comme aujourd'hui où on prend des photos pour un oui ou pour un non avec son téléphone portable. Et donc tout ce que j'ai trouvé, c'est celle-ci. Où on me voit manger un sandwich, et ceci vous montre à quel point, n'est-ce pas, nous réduisions au minimum nos pauses déjeuner pour pouvoir aussitôt travailler sur les tablettes que nous avions à portée de la main, ce qui était évidemment quelque chose de tout à fait formidable. Nous sommes restés rue de la Perle pendant 18 ans, jusqu'en 2005. Alors, il avait été prévu que les archives de Marie rejoignent la maison de l'archéologie et de l'ethnologie du campus de Nanterre, qui était construite dans ces années-là, mais un événement imprévu a remis ce projet en cause en 1995. Le 25 mai 1995, c'est un jour que je n'ai pas oublié, c'est un jour férié à Paris, puisque c'était l'Ascension, arriva en effet sur le fax de la rue de la Perle une lettre du directeur général des Antiquités de Damas qui dénonçait l'accord qui avait prévalu jusqu'alors et qui exigeait le retour de toutes les tablettes encore en France, publiées ou inédites. Donc voici une copie du fax en question. Nous souhaiterions vous voir continuer votre collaboration, écrivait le directeur général à Jean-Marie Durand, votre collaboration avec nous dans cette tâche que nous avons décidé de mener jusqu'à son terme, en nous renvoyant à Damas toutes les tablettes de Marie, étudiées ou non et publiées ou non, qui sont encore conservées chez vous. Donc c'était évidemment un coup de tonnerre terrible. Et le 30 octobre de la même année, une nouvelle lettre exigeait que ce retour soit effectué avant avril 1996, qui était la date de l'inauguration du nouveau musée de Dérésor, où les archives de Marie devaient désormais être conservées. Alors, on nous rassurait sur le fait que les tablettes pourraient continuer à être étudiées par l'équipe des épigraphistes dont les droits scientifiques n'étaient pas remis en cause. Un premier renvoi massif fut donc lieu au printemps 1996, avec plus de 5000 tablettes. Mais le problème venait de ce que la photographie systématique des inédits, qui avait été entamée dès les années 80, n'était pas encore achevée. Et donc, il a été possible de négocier pour le renvoi du reste un échéancier jusqu'en 2000. Des envois échelonnés, de fait, étaient effectués chaque année, entre 500 et 1500 tablettes, entre l'automne 97 et le printemps 2000. Malgré
tous ces efforts, ce qui restait à Paris en 2000 n'était pas négligeable et un nouvel échéancier a pu être obtenu. Mais depuis 2005, plus aucune tablette ne se trouve en France. Elles sont toutes retournées au musée de Dresor. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors voilà pour ce qui est de la pérégrination des tablettes. J'en viens maintenant à la direction des opérations scientifiques. C'est à François Thureau d'Angin, qui était alors conservateur des tablettes au département des Antiquités orientales, qu'André Parrot a confié la publication des archives qu'il avait découvertes à partir de 1934. Et de fait, après plusieurs articles dans la revue d'Assyriologie dès 1934, la première tablette à avoir été publiée le fut par Thureau d'Angin dans la même revue d'Assyriologie qu'il co-dirigeait avec Scheil en 1936. Mais il n'a eu le temps que de publier deux autres études sur Marie. Comme on l'a vu tout à l'heure, il a réparti le déchiffrement des tablettes de la salle 115 les plus nombreuses entre Georges Dossin et Charles-François Jean. Le premier, donc Dossin, était alors professeur à Liège et il eut l'honneur de faire une communication à l'Académie des inscriptions et belles-lettres dès le 15 janvier 1937. Et c'est à l'automne de cette même année 1937 qu'il accompagna Parrot sur le terrain comme épigraphiste, ce qu'il fit ensuite à chaque campagne jusqu'en 1966, après quoi il eut des ennuis de santé qui lui interdirent de continuer. Dossin publia, dès avant la guerre, une douzaine de textes complets et des extraits de nombreux autres dans une dizaine d'articles, avec deux vues d'ensemble dans la revue Syria, qui sont restées fameuses, celui de Syria 19 sur les archives épistolaires du Palais de Marie et celui de Syria 20, l'année d'après, sur les archives économiques du Palais de Marie. De son côté, Charles-François Jean, assyriologue et par ailleurs père lazariste, cita dans plusieurs articles des extraits de nombreux textes dont il devait publier les copies dès 1941 dans le volume 2 des archives royales de Marie, devançant ainsi Dossin, dont le volume 1 ne parut qu'en 1946. Après le décès de François Thureau d'Angin en 1944, André Parrot choisit Georges Dossin pour lui succéder. Et celui-ci fit entrer dans l'équipe ses élèves belges, Jean-Robert Cuper et André Finet, tandis qu'à Paris étaient cooptés Jean Bottero et Maurice Biraud. À partir de 1973, Georges Dossin fut secondé dans la direction de la publication des archives par Maurice Biraud. Celui-ci devint alors le directeur d'une équipe du CNRS dont le programme portait pour l'essentiel sur la publication des archives de Marie, là encore j'y reviendrai, mais il ne dirigea jamais la série des archives royales de Marie. Et il a été l'épigraphiste de Parrot pour ces deux dernières campagnes, en 1972 et 1974. Et puis en 1982, peu avant sa mort, Georges Dossin transmit la direction de la publication des Archives royales de Marie à Jean-Marie Durand, qui avait déjà été choisi comme épigraphiste sur le terrain par Jean Margueron, lorsque celui-ci succéda en 1979 à André Parrot comme fouilleur de Tel Hariri. Et en 2012, Jean-Marie Durand m'a proposé de co-diriger officiellement la collection des ARM avec lui. Alors, il faut signaler que la publication des archives de Marie a connu des situations administratives diverses. Jusqu'en 1973, elle ne s'est insérée dans aucune structure de recherche officielle. Et puis, entre 1973 et 1995, ce fut une unité du CNRS, l'UPR 193, qui avait été donc fondée par Maurice Biraud, et à sa retraite en 1982, qui a été dirigée par Jean-Marie Durand pendant 3 mandats de 4 ans. Vous avez ici le tampon qui était celui de l'UPR 193 à l'époque de la rue de la Perle. À partir de 1996, la publication des ARM se poursuivit au sein d'une équipe d'accueil rattachée à l'école pratique des hautes études, donc c'était l'équipe d'accueil 2244, toujours donc sous la direction de Jean-Marie Durand. Et puis depuis 2005, c'est une des opérations de l'équipe Monde mésopotamien au sein d'une unité qui s'appelait d'abord la FRE 2454, qui est devenue en 2007 l'UMR 7192, et qui a été dirigée par Jean-Marie Durand jusqu'en 2011, et depuis par Thomas Romer, avec moi-même comme directeur adjoint.
C'est un peu compliqué. Heureusement, pour nos collègues étrangers, la situation est restée simple. Ils parlent toujours de l'équipe de Marie, quelles que soient les vicissitudes administratives que nous avons pu connaître. J'en viens maintenant à la question de la découverte, de la conservation et de la restauration de toutes ces tablettes formant les archives royales de Marie. Il y a eu plusieurs contextes. Le premier, souvent oublié, c'est celui des jarres, essentiellement dans la salle 5, à côté de la zone des cuisines. Parrot avait ainsi présenté sa découverte. Dans la chambre 5 qui s'ouvre sur la cour 1, 1600 tablettes étaient entassées, enfermées dans des jarres, alignées et superposées contre la paroi sud. Malheureusement, les photos qui ont été publiées ne sont pas très parlantes parce que on voit André Bianchi commencer le dégagement des jarres et sur la même planche, eh bien, on ne voit plus ensuite que la salle une fois complètement dégagée et on n'a aucune vue de cette superposition de jarres dont parlait Parrot dans son compte-rendu. De fait, donc, la majorité des tablettes de repas du roi, qui ont été en bonne partie publiées par Maurice Biraud dans ARM 9 et 12, ont été découvertes donc, dans ces jarres. Et nous savons maintenant, grâce à Nele Ziegler, que toutes ces tablettes de comptabilité sont l'œuvre de 3 femmes scribes qui étaient attachées aux cuisines du palais. Non seulement le nom de ces 3 femmes est connu, mais en plus, leurs mains ont pu être identifiées, ce qui est un cas très rare dans l'histoire du cunéiforme. Les tablettes de Marie sont globalement plutôt en bon état et contrairement à ce dont on les a parfois accusés, les soldats de Hammurabi ne se sont pas acharnés sur les tablettes comme le firent par exemple les Mèdes à Ninive ou à Nimroud à la fin de l'Empire assyrien. Ça n'était pas l'avis de Georges Dossin qui écrivait en 1938 « Il faut bien constater que les destructeurs du palais se sont acharnés à mettre en pièces les archives qui paraissaient avoir été classées par panier et par année et que seules les tablettes de petit format ont échappé à leur coup. » Et dans son rapport sur sa nouvelle fouille de la salle 115, Maurice Biraud rappelait que les tablettes étaient jetées pêle-mêle sur le sol dallé par la soldatesque du conquérant qui détruisit le palais de Zimrilim et que ces tablettes donc, y formaient, selon le rapport de M. André Parrot, une couche épaisse de 30 à 40 cm. Alors, on pourrait en effet admettre que les tablettes laissées sur place ont été volontairement détruites par les soldats qui ensuite ont mis le feu au palais, mais on doit à la vérité de dire qu'un grand nombre de tablettes cassées portent la trace de coups de piochon. Et donc, à n'en pas douter, ceux des ouvriers de Parrot et pas des soldats de Hammurabi. Et par ailleurs, Maurice Biraud a lui-même observé par endroits une sorte de cohérence dans la répartition des tablettes qu'il retrouva le long des murs de la salle 115. Et pour finir, il faut noter l'épaisseur de la couche de tablettes de 30 à 40 cm, donc pas très haut, relevé par André Parrot, qui peut très bien correspondre à la hauteur des coffres qui avaient contenu ces tablettes, car nous avons retrouvé 7 étiquettes de paniers à tablettes qui sont datées de l'année 32 d'Hammurabi, qui montrent que les tablettes retrouvées salle 115 étaient dans des coffres. Et est-ce que ces coffres ont vraiment été éventrés et leur contenu éparpillé sur le sol de la salle 115 ? On peut en douter. Il aurait fallu une fouille fine pour le déterminer avec certitude, mais quand vous avez 300 ouvriers actifs en même temps sur un chantier, ce qui était le cas à l'époque, évidemment, on ne fouillait pas au scalpel et à la brosse à dents. Alors ici, on peut faire une comparaison avec la découverte qui a été faite par les Belges à Tel Edder dans la maison d'Urutu en 1975. On peut voir que 2 paniers ou 2 coffres à tablettes ont été retrouvés in situ. On ne voit plus, bien entendu, les bords de ces coffres parce qu'ils étaient en matériaux périssables, mais l'entassement même des tablettes montre très clairement, je dirais en négatif, la forme du contenant. Eh bien, si on reprend l'analyse de la photo que Parrot a publiée, on peut se demander si on n'a pas les traces de coffres qui auraient été rangés le long des murs, mais ça n'est pas une certitude. On ne sait pas à quel moment de la fouille le fouilleur s'est arrêté pour prendre ces photos, donc ça n'est qu'une hypothèse.
Ce qui est important, c'est de rappeler une chose qui a été oubliée par la plupart des gens, à savoir que les tablettes découvertes entre 1934 et 1937 ont fait, pour la plupart, l'objet d'une cuisson superficielle sur le terrain. Voici le seul passage, à ma connaissance, que Parrot ait écrit à ce sujet dans son ouvrage Archéologie mésopotamienne, techniques et problèmes de 1953, un ouvrage bien oublié aujourd'hui, mais que j'avais lu dans le temps quand j'étais étudiant. Les tablettes, écrit Parrot, étaient placées à plat dans des bidons d'essence vides, en lit séparés par une couche de sable. Les récipients étaient ensuite rangés dans un four quadrangulaire construit avec les briques antiques, un foyer aménagé à la base. Un feu qu'alimentaient des broussailles, le seul combustible du pays, était maintenu pendant quelques heures. Il n'y avait plus qu'à laisser refroidir et qu'à vider les récipients. Molles avant l'opération, les tablettes étaient devenues dures comme la pierre. On procédait enfin à l'emballage. C'est de cette façon très simple que les archives royales de Marie ont été traitées et certainement sauvées, car le transport, joint aux variations de température, aurait certainement été fatal à nombre de ces documents. On peut aujourd'hui ajouter ce commentaire. Ce traitement a certainement consolidé beaucoup de tablettes, mais il faut ajouter aussi qu'un certain nombre ont certainement également éclaté de ce fait. Et donc les cassures dont Dossin ou Birot se plaignaient ont certainement été en bonne partie aussi provoquées par ce traitement, faute d'un contrôle suffisamment précis de la température. Lorsqu'on cuit des tablettes, en effet, ce qui est très important, c'est la descente de la température. Si elle se fait trop vite, eh bien, les tablettes cassent. Il faut une descente très très progressive. Et évidemment, sur le terrain, Parrot n'avait pas le moyen de contrôler cela. Par ailleurs, cette cuisson n'avait pas atteint un niveau de température rendant possible le lavage des tablettes, qui seul permet d'évacuer les sels dangereux pour la conservation à long terme des documents. Il faut atteindre 800 degrés pour pouvoir faire ça. Et il faut ajouter un dernier élément, que pour certaines tablettes qui n'avaient pas été bien nettoyées avant d'être cuites, eh bien, la terre argileuse qui remplissait les signes d'écriture a cuit elle aussi, et par la suite, ça n'était pas toujours facile d'extraire cette terre cuite des signes cuniformes eux-mêmes pour terminer le nettoyage des tablettes. Et donc, dans les années 80, un nouveau programme de cuisson, lavage, remontage et marquage des tablettes, au moins celles qui présentaient l'état le plus fragile, a été réalisé à Paris. Et quelle était l'institution avec laquelle un accord pouvait être trouvé facilement? C'était le Musée national de céramique de Sèvres, parce que des gens compétents pour une cuisson fine évidemment, c'était assez idéal, et c'est ce que nous avons fait, et certains documents qui étaient auparavant illisibles en totalité ou en partie ont pu être débarrassés de leur croûte de sel et déchiffrés, et donc ça nous a permis de bien améliorer l'état de conservation de cela. Et l'entreprise la plus importante de restauration, elle a consisté en une recherche systématique des raccords, ce qu'on appelle dans notre jargon des joints. Curieusement, jusqu'en 1982, aucun effort n'avait été consacré à cela et les rares raccords effectués avaient été trouvés en fonction du contexte. Et c'est le déménagement à l'hôtel de Chalon-Luxembourg, puis rue de la Perle, qui nous a permis une disposition des tablettes et des fragments avant tout destinés à favoriser ces raccords. Donc les fragments de tablettes avaient été rangés par genre, texte administratif d'un côté, lettres de l'autre, et à l'intérieur de chaque groupe, les fragments avaient été classés en fonction de leur taille et de la forme de la cassure, selon que la cassure était de droite à gauche, de gauche à droite ou le reste. Et de cette façon, des centaines de tablettes ont pu être reconstituées. Alors voici un exemple de lettre que j'avais publié dans les Mélanges Perrault en 1991, et par la suite, eh bien, j'ai pu retrouver tout le début de la lettre. Et ici, vous voyez qu'il manque encore un fragment en bas, mais on a parfois des tablettes qui ont été reconstituées à partir de plusieurs fragments, jusqu'à 5, comme dans le cas de cette lettre d'Arish Libour, Florilegium Marianum 7, numéro 8, qui est assez impressionnante, même s'il manque encore un ou deux petits morceaux.
Et on a tenu soigneusement un registre des raccords qui a été effectué au fil des années. Ces raccords, évidemment, diminuent le nombre total de textes, puisque avec 2 numéros d'inventaire ou plus, vous ne faites plus qu'un texte, mais évidemment, ça augmente considérablement leur intérêt. En ce qui concerne les lettres, puisqu'il est question de correspondance ici, eh bien vous imaginez que si vous avez d'un côté l'adresse de la lettre à un tel dit ceci, ainsi parle un tel, et puis qu'ensuite ça se casse, et que de l'autre côté vous avez une lettre très intéressante, mais vous ne savez pas qui parle à qui, si vous arrivez à rejoindre les deux, il est bien évident que d'un seul coup, les informations du contenu de la lettre vont prendre beaucoup plus de valeur à partir du moment où on sait qui s'adresse à qui. Alors, se posait bien entendu le problème des tablettes fragmentaires déjà publiées et déjà retournées en Syrie, et on a fait une campagne de moulage au musée d'Alep en 1986 qui a permis d'effectuer ensuite des sortes de téléjoints entre des fragments qui avaient déjà été publiés, dont nous avions un tirage en plâtre, donc, et des fragments qui étaient encore à Paris et avec lesquels les raccords étaient possibles. La recherche des joints a montré les limites des informations relatives au lieu de trouvaille des tablettes à l'intérieur du palais, et c'est évidemment tout à fait dommage, car il est arrivé que l'on rejoigne des fragments censés provenir de salles différentes, en particulier des fragments censés venir de la salle 108 et d'autres censés venir de la salle 115, donc de part et d'autre de la cour 106. Mais lorsqu'on regarde bien, on s'aperçoit à chaque fois qu'il s'agit de salles qui ont été fouillées lors de la même campagne, et ceci montre que l'enregistrement des dizaines de paniers, on dit en arabe zambil, qui contenaient des tablettes, eh bien, a dû connaître quelques défaillances. Et puis, il y a eu parfois des enregistrements avec des dénominations provisoires, et le problème était de savoir quelles étaient les équivalences entre ces dénominations provisoires et les numérotations définitives qui ont été données aux salles. Alors, Georges Dossin a obtenu une note signée de la main d'André Parrot qui donne certaines correspondances. On peut y lire, par exemple, Ali 1236, donc il s'agit de un ou plusieurs paniers de tablettes qui ont été apportés par un ouvrier qui s'appelait Ali le 1er février 36, et donc on a fait une étiquette rapidement, et alors l'équivalence, c'est « ça vient de la salle 110 ». Mais sur ce papier d'André Parrot, eh bien, on voit que la salle P, la salle R, la salle Y et la salle Z n'ont pas d'équivalent. Et Dossin est revenu à la charge et il a reçu une lettre d'André Parrot qui lui écrivait ceci. Donc en juillet 1954, je viens de rechercher avec mademoiselle Laroche les divers plans de Marie. Je ne trouve pas les équivalences pour les salles P, R, Y, Z. Peut-être cette indication est-elle portée sur quelques-uns des plans laissés à Damas. De toute façon, je persiste à penser et à dire que cela n'a aucune importance, étant donné l'éparpillement de ces séries à travers le palais, éparpillement non originel, mais suite au pillage. Sous-entendu, les soldats d'Hammurabi, toujours eux. Il est quasi certain que ces chambres se trouvent dans la zone nord et sont proches de celles numérotées en capitale. Alors, cette affirmation de Parrot, en juillet 1954, elle s'explique parce qu'il venait de lire et de préfacer le volume 7 des Archives royales de Marie, où Jean Bottero avait avoué sa déception. Il n'avait pas réussi à identifier la fonction de la salle 110, d'où provenaient les tablettes qu'il avait éditées, car il y avait des tablettes de genre très très variés qui se trouvaient dans cette salle. Néanmoins, vous voyez que la lettre de Parrot relève d'un raisonnement circulaire, parce que si l'archéologue ne peut localiser précisément les tablettes découvertes, comment prouver véritablement que les différentes séries de textes ont été retrouvées en désordre? C'est un peu le serpent qui se mord la queue. J'en passe maintenant aux modalités de publication de ces tablettes. Traditionnellement, la publication des textes de Marie s'est accompagnée de copies autographes. Mais ces dernières années, les publications ont été de plus en plus accompagnées de photographies. Pourquoi? Tout simplement parce que le coût de reproduction des photographies a été pendant longtemps prohibitif et que ça ne pose plus de problème maintenant que les publications sont entièrement préparées par ordinateur. Alors il reste un débat chez les assyriologues entre ceux qui préfèrent les copies, ceux qui préfèrent les photos. Lorsqu'on compare une copie, si fidèle soit-elle, avec une photo, on voit que la copie n'arrive pas à donner un certain nombre d'informations
de type visuel concernant l'écriture qu'une photographie rend beaucoup mieux. Mais il faut dire aussi que pour le déchiffrement, les copies sont quelque chose souvent d'important parce que, en particulier pour les tablettes qui sont cassées, eh bien c'est en copiant que finalement il y a une interaction entre la main et l'œil qui fait que brusquement on arrive à mieux voir. Et je dois dire que j'ai pu encore, là, ces dernières semaines à Our, je m'étais obligé à copier les tablettes qui étaient découvertes et plus d'une fois, en copiant, je me suis rendu compte qu'il y avait un passage qui n'allait pas, j'ai repris ma brosse à dents, j'ai refrotté un peu mieux et j'ai fait apparaître un signe que je n'avais pas vu. Si j'avais procédé à la photographie de la tablette, je ne me serais pas rendu compte de ces problèmes. Donc, même si on ne publie pas ces copies, pour les passages problématiques, en tous les cas, il reste une vertu, je dirais, dans la copie. À partir des années 80, donc, une couverture photographique systématique a été entreprise. Et ceci permet un contrôle a posteriori des textes publiés sans avoir nécessairement besoin de collationner les originaux. Et ces photos, surtout, constituent une garantie face à une éventuelle détérioration postérieure des tablettes, hélas, toujours possible, mais encore faut-il avoir des clichés d'une qualité suffisante pour répondre à ces deux exigences. Et donc la technique que nous avons adoptée, c'est celle qui était préconisée notamment par David Owen, qui consiste à vaporiser du chlorure d'ammonium à la surface des tablettes. Alors c'est un travail lent parce que chaque face de la tablette doit être préparée avant la prise de vue, et donc il faut au minimum 6 photos par tablette, la face, la tranche, le revers, l'autre tranche et les 2 tranches latérales, mais le résultat, évidemment, donne des vues qui sont sans équivalent tant qu'on en reste à la vision en 2 dimensions. Les techniques de photo tridimensionnelle qui se développent à l'heure actuelle commencent à être intéressantes, mais dans les années 80, il n'en était bien entendu pas question. Je passe maintenant à la question de l'organisation de la recherche et à des points de vue davantage scientifiques concernant donc les publications, les instruments de travail qui ont été constitués au fil des temps. Il faut rendre hommage à André Parrot pour la décision qu'il prit lors de la création des Archives royales de Marie, parce qu'à l'époque, la majorité des publications de textes cunéiformes consistaient simplement en planches de copie, au mieux accompagnées par un catalogue et des index, et c'est tout. Il n'y avait pas d'édition des documents. Et Parrot a souhaité doubler la publication des planches, qui étaient assurées dans la collection des textes cunéiformes du Louvre, par des volumes de transcription, traduction, annotés, d'où la distinction qui a existé longtemps entre les volumes d'ARM, qui étaient les planches, et les volumes d'ARMT, textes, qui contenaient donc les éditions. Alors, il y a eu un certain nombre de volumes pour lesquels la publication des planches de copie a été abandonnée, notamment les centaines de repas du roi publiés dans ARM 11 et 12. Et puis, la publication des planches a repris, mais à partir de 1974, donc lorsque les tablettes n'étaient plus au Louvre, et donc ça ne pouvait pas continuer dans la collection des textes cunéiformes du Louvre, et donc il y a eu une nouvelle série qui s'est appelée Textes cunéiformes de Marie, TCM, et qui a compté 5 tomes et qui a été interrompue après 1982. Et à partir de cette date, eh bien, l'essentiel a été constitué par les volumes de transcription, traduction commentée, et les photos ou les copies ont été à ce moment-là publiées soit sous forme de microfiches, c'est le cas de ARM 26.1, ARM 26.2 ou encore ARM 27, et puis après sous forme de CD-ROM, ça a été le cas de ARM 31. Il y a eu aussi des photographies publiées dans les ouvrages, je pense à ARM 28, copies et photos. Et puis, à partir de 2011, eh bien, pour FM12 ou RM32, c'est sous la forme de photographies accessibles sur le site internet Archibab, dont on reparlera la semaine prochaine. Il y a eu aussi des changements dans les éditeurs de la série des ARM. Au départ, eh bien, puisque c'était une entreprise d'État, c'était l'Imprimerie nationale qui a publié 13 volumes entre 1950 et 1964. Ensuite, on est passé chez la maison Goettner de 1974 à 1998 avec 6 volumes. Puis il y a eu les éditions Recherche sur les civilisations entre 1983 et 2005 avec 9 volumes. CNRS Éditions, ça n'a duré que le temps d'un volume, et depuis 2012, ce sont les éditions Peters. Il y a eu aussi des évolutions techniques. Dans les années 50 et 60, c'était de la composition au plomb, puis ensuite, à partir des années 70, ça a été de la photocomposition.
Le problème de la photocomposition, c'est que ça coûtait très cher, puisqu'il fallait que les textes soient ressaisis complètement et avec des tas de signes diacritiques qui rendaient le travail coûteux. Et donc, on a été obligé de, vu le faible tirage, pour que les prix n'explosent pas, de passer à la machine à écrire avec les IBM Asphere, qui étaient le nec plus ultra de la technologie au début des années 80. Ça permettait d'avoir de l'italique et du romain, ça permettait d'avoir des signes spéciaux, c'est formidable. Et puis ensuite, alors on est passé à quelque chose d'extraordinaire, c'était le début du numérique avec une machine qui s'appelait Scribe, et qui contenait des cassettes de 20 000 caractères que l'on plaçait donc dans un petit logement à droite de la machine. À l'arrière, il y avait un petit écran de télévision et un miroir, donc le texte s'affichait en négatif et on voyait sur le miroir le texte en positif. Et donc ça permettait d'assurer la saisie au kilomètre. Mais pas la mise en page qui continuait à être assurée par l'imprimeur. Donc on recevait des épreuves qui ressemblaient à du texte tapé à la machine, et ensuite les épreuves de l'imprimeur, normalement, ne servaient qu'à contrôler que tout s'était bien passé dans la transmission du texte. Et puis est apparu l'ordinateur personnel et surtout l'imprimante à laser qui a permis donc de changer complètement les conditions de production, et c'est toujours avec ordinateur et ce genre de machine. Alors, désormais, les ordinateurs permettent de produire des documents PDF qui sont directement interprétés par les machines des imprimeurs, et donc c'est ainsi qu'on continue les publications en ayant la possibilité, comme je le disais tout à l'heure, d'introduire autant de photographies que l'on veut pour le même prix, ce qui évidemment change complètement l'existence des publications scientifiques. J'en viens maintenant aux aspects non plus matériels mais scientifiques de la publication. Publier plus de 20 000 textes, ça présente évidemment des difficultés redoutables qui sont de nature différente. Il y a des difficultés épigraphiques, le déchiffrement même de l'écriture cunéiforme de tablettes qui sont souvent cassées, des problèmes lexicographiques avec des idéogrammes ou des mots nouveaux ou bien des acceptions nouvelles de vocabulaire qui exigent des recherches. Et il ne faut pas oublier qu'au début, il n'y avait pas de dictionnaire moderne complet. C'est seulement à la fin des années 70 qu'on a eu le dictionnaire de von Soden qui a été terminé, et plus tard encore le dictionnaire de Chicago. Et il y a eu aussi des problèmes plus généraux d'organisation qui étaient de savoir par quoi commencer et dans quel ordre. Alors, les premiers volumes de la collection des Archives royales de Marie ont suivi des principes assez simples. D'abord, la séparation par genre. Il y a eu plusieurs volumes de lettres, tomes 1 à 6, 13, 10 et 14, et puis un volume consacré au texte juridique, qui était le tome 8, et puis plusieurs volumes consacrés au texte administratif. Par salle, les tomes 7, 9, 11 et 12. La publication des lettres ne tenait pas compte des lieux de découverte, tout simplement parce que la très grande majorité d'entre elles provenaient de la salle 115. Et donc, le principe qui a été retenu, c'est la répartition par expéditeur, avec quelques exceptions. Donc on a les lettres de Samsiadou, qui ont occupé le tome 1, celle du gouverneur de Terka Kibridagan, le tome 3, à nouveau celle de Samsiadou, mais aussi d'Ishmedagan, le tome 4, celle de Bardilim, qui était le gouverneur de Mari, tome 6. Seule exception, c'était le volume 2, qui était un volume de lettres variées, et le tome 5, qui, lui, avait comme unité le destinataire de la correspondance publiée, c'est-à-dire Yasmaradou. Quant au tome 10, il a eu un statut très ambigu. Son titre, c'était Correspondance féminine, mais cela masquait le fait qu'à côté d'une majorité de lettres écrites par des femmes, il y avait quand même aussi un certain nombre de lettres adressées à des femmes. Et ce volume a eu un très grand succès parce qu'on y trouvait des récits de rêves et de prophéties qui étaient tout à fait extraordinaires. L'unité d'expéditeur a caractérisé à nouveau les contributions réunies dans RM13 avec Moukanichoum, Yassim Soumou, etc. Et puis le volume 27, les gouverneurs de Katunan, le volume 28, consacré aux lettres envoyées à Zimrilim par de nombreux autres rois,
Pour les textes administratifs, on a procédé tout différemment. C'est le principe de la publication par salle qui avait été adopté, parce qu'au départ, on espérait pouvoir déterminer la fonction des différentes pièces du palais grâce au contenu des textes qui avaient été retrouvés. Et je vous l'ai déjà dit, cet espoir a été déçu dès la publication par Jean Bottero dans le tome 7 des ARM des textes de la salle 110. Eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait une très grande variété et qu'on ne pouvait pas conclure à quoi avait servi la salle 110 dans l'Antiquité, d'après les tablettes qu'on y a retrouvées. Mais comme les tablettes avaient déjà été distribuées entre différents épigraphistes en fonction de ce principe, sans qu'un catalogue général ait été dressé au préalable, ce qu'on peut regretter bien sûr, eh bien, la publication par salle s'est poursuivie. Donc les textes de la salle 5 dans le tome 9 et le tome 12, les textes de la salle 111 dans le tome 11, etc., etc. Il était paru à la fin des années 70 que ces principes de publication ne pouvaient pas être conservés. Et pour les textes administratifs, la raison était simple, c'est que la majorité des inédits, ça faisait plusieurs milliers de textes, provenaient tous de la salle 108. Et leur publication excédait les forces d'un seul homme, même si Maurice Biraud en avait déjà fait une transcription préliminaire. C'est aussi le moment où a été terminé le catalogue général qui avait été entrepris par Maurice Biraud et Jean-Marie Durand, et à la fin, auquel j'ai participé moi-même, donc un inventaire manuscrit de quelques 20 000 tablettes et fragments dans des grands registres noirs que nous conservons toujours pieusement, bien entendu, et inventaire qui a déjà eu l'avantage de permettre des gros progrès en matière de chronologie. Et c'est à ce moment-là que Maurice Biraud a imaginé un nouveau système pour la publication des textes administratifs de nature thématique. Donc il a préparé des lots divers. Celui qui a abouti, c'est celui consacré aux métaux, volume 25 des Archives royales de Marie, paru en 1986, parce que par la suite, il est apparu que beaucoup de regroupements thématiques n'avaient en réalité pas grand sens. Par exemple, il y avait un lot consacré à l'élevage. Mais en réalité, on avait d'un côté les textes de livraison de moutons au titre de la taxe dite sugautum, ce qui intéressait les institutions et la prosopographie, mais pas tellement l'élevage. Et puis, il y avait d'autre part les bêtes livrées en sacrifice aux divinités, ce qui avait un intérêt avant tout pour l'étude du culte et de la religion. Et donc, ce sont deux volumes de Florilegium Marianum qui ont fini par être publiés, le tome 10 dû à Lionel Marty et le tome 12 à Antoine Jacquet. Un autre essai a été effectué sous la direction de Jean-Marie Durand et moi-même dans le volume 23 des Archives royales de Marie, un ouvrage collectif qui a été publié en 1984, donc avec des constitutions de dossiers qui avaient des cohérences historiques, par exemple le voyage de Zimrilim jusqu'à Ougarit, pour ne mentionner qu'un de ces dossiers. Au total, donc, 600 textes avaient été publiés dans ce volume, et puis il y a eu par la suite d'autres volumes avec des unités thématiques, par exemple la publication des rations distribuées aux femmes du palais qui a permis l'étude du harem par Nele Ziegler, ou encore un autre volume consacré à la gestion du vin par Grégory Chambaud. Pour les lettres, dont on reparlera bien entendu, les principes de publication ont également évolué. Pourquoi ? D'abord parce que l'édition par expéditeur a eu comme inconvénient de ne pas tenir compte des éventuels homonymes. Et donc, quand on avait les lettres de Yahouïla, eh bien, il se trouve qu'il y avait un gouverneur de l'époque de Yasmaradou d'un côté et puis un roi homonyme à l'époque de Zimrilim de l'autre. Et les lettres avaient été publiées en même temps sans que l'éditeur, d'ailleurs, perçoive au départ très clairement la différence qu'il y avait. C'est le progrès des recherches qui ont permis d'affiner tout cela. Et d'autre part, la publication des lettres à l'intérieur de chaque volume était par force thématique, puisque vous savez que les lettres ne sont pratiquement jamais pourvues de date. Mais à mesure que nous avons progressé dans la connaissance des événements, eh bien, il est devenu possible de dater, au moins approximativement, une grande majorité de lettres. Et du coup, évidemment, cela permettait de regrouper les lettres non plus en fonction des expéditeurs, mais en fonction des dossiers historiques. Et c'était bien entendu beaucoup plus important et intéressant. Et c'est ce qui a été fait dans les deux volumes d'ARM 26 en 1988. C'est ce qui aurait dû être prolongé par un volume ARM
26.3 que Jean-Marie Durand avait annoncé, et finalement il a publié différents volumes qui sont issus de ce tome dépecé en quelque sorte, Florilegium Marianum 7, donc consacré au culte d'Adou d'Alep et à l'affaire d'Al-Artoum, et Florilegium Marianum 8 sur le culte des pierres et les monuments commémoratifs. Et dans la même veine se situe le livre de Nele Ziegler sur les musiciens et la musique, Florilegium Marianum 9. Et puis, il ne faut pas oublier aussi les textes, je dirais, de nature un peu extraordinaire. Il y en a eu qui avaient été identifiés et parfois publiés par Georges Dossin lui-même, comme le rituel d'Ishtar, certaines inscriptions royales, des textes littéraires comme l'insurrection contre Naram-Sin. Et puis, il y en a d'autres qui avaient échappé à sa sagacité et dont la publication a constitué une surprise, au premier rang desquels il faut mentionner les traités et autres serments de fidélité dont on a parlé l'année dernière, en rappelant donc que le premier traité de Marie publié ne l'a été qu'en 1986, et ça a été une surprise. Il y en a eu d'autres par la suite, en 1991. Et puis il y a eu également l'épopée de Zimrilim, qui a été l'un des fruits de cette campagne de cuisson et de remontage dont je vous parlais tout à l'heure. Eh bien, ces 3 morceaux qui ont été débarrassés de leur croûte de sel et recollés ont permis de reconstituer en bonne partie l'épopée de Zimrilim. Et si vous regardez attentivement la tranche ici, où le texte malheureusement a disparu, eh bien, on s'aperçoit que ce n'est pas la soldatesque de Hammurabi qui est passée par là, mais encore une fois, un malheureux coup de piochon. Et comme c'est un document qui n'aura certainement jamais de parallèle, eh bien, il y a des vers entiers dans cette plus ancienne épopée acadienne connue à ce jour, qui sont malheureusement perdus. Alors, tous les textes de Marie n'ont pas été publiés dans les ARM, un certain nombre l'ont été dans des articles de revues, etc. Il y a eu un recueil d'études qui a été publié sous la direction d'André Parot en 1950, intitulé Studia Mariana, qui a été très vite épuisé parce que beaucoup de séminaires, à l'époque il y en avait beaucoup dans les années 50, l'ont commandé en se méprenant sur le titre d'ouvrage. Alors, dans les archives Dossin, on a 2 lettres à ce sujet, et vous allez voir qu'on est déjà dans le sujet du cours de cette année, la correspondance. Première lettre, elle est adressée par Charles-François Jean à Georges Dossin en date du 19 juillet 1949. Mais je n'ai encore reçu aucune épreuve de mon étude pour les Studia Mariana. Vraiment, on abuse. Je suis bien résolu à ne plus rien donner pour le volume suivant, car il paraît qu'on a l'intention d'en publier un autre. Alors, c'était Parot, bien sûr, et cette récrimination a sans doute été transmise par Dossin à Parot, à moins que Jean n'ait écrit directement. Ça, j'en sais rien, parce que ce que nous avons à notre disposition, ce sont les archives Dossin. Et Parot a répondu à Jean. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on connaît la réponse de Parot à Jean? Eh bien parce que Parot a envoyé une copie de sa réponse à Dossin. Et donc dans les archives Dossin, on a la réponse. La voici. Alors c'est comme on faisait à l'époque, hein, un calque... un carbone sur papier pelure. Hein, et donc, dans cette lettre, on trouve ce passage. Pour ce qui est des Studia Mariana, le retard vient ici encore de ce que l'imprimeur a dû travailler sur un manuscrit non dactylographié. Donc, Jean avait envoyé un manuscrit. Je sais et connais toutes les difficultés des auteurs, écrit Parot à Jean, et c'est pour cela que je ne vous ai pas demandé un travail tapé à la machine, mais cela m'a obligé à négocier pour le faire admettre ainsi avec l'éditeur, c'était Brill, et comme c'est ce dernier qui assume tous les frais, c'est lui qui peut le plus facilement se montrer exigeant. Alors, c'est des temps qui nous paraissent bien lointains. Hein. Par ailleurs, on peut dire que, effectivement, Studia Mariana n'a jamais eu de suite. Et il a fallu attendre 1982 pour qu'une nouvelle série de recueils d'études soit publiée sous la direction de Jean-Marie Durand et Jean Margueron, les Marie, Annales de recherche interdisciplinaire, donc 8 volumes,
et dans lequel il y a eu beaucoup de textes publiés. Et puis en 1992, une nouvelle série, les Florilegium Marianum, donc publiée par une association loi de 1901, la CEPOA, et qui compte à l'heure actuelle 14 volumes, à la fois des recueils d'études collectifs et puis parfois aussi des monographies. Et pour terminer le cours d'aujourd'hui, eh bien, j'ai préparé un tableau d'ensemble des lieux de publication des tablettes des Archives royales de Marie qui n'a jamais encore été établi, publié ni commenté. Et on y voit, ce qui est intéressant, que les 28 volumes des Archives royales de Marie correspondent à 7417 textes, c'est-à-dire 82% du total de ce qui a été publié à l'heure actuelle. Dans les 8 volumes de la série Marie, il y a 274 tablettes, ça fait 3%. Dans les Florilegium Marianum, donc 13 volumes, ça fait 820 tablettes, 9%. Et puis le reste, c'est-à-dire 5%, donc les hors-collections, vous en avez dans des revues, revues d'assyriologie, Syria, d'autres revues, dans les mélanges, dans les compte rendu des rencontres assyriologiques internationales, et puis encore ailleurs, ça fait un total de 8984, on n'est pas loin des 9000. Donc on voit que la très grande majorité des textes a été publiée dans la série des ARM, 82%, plus 9% pour les FM. Alors on peut dire il reste seulement 9% publiés de manière dispersée, mais malgré tout, ça fait quand même 747 textes, et le plus difficile, évidemment, c'est de repérer les textes qui paraissent dans les volumes de mélange, et vous verrez qu'on a trouvé le remède à cette dispersion. On étudiera cela donc dans le cours de la semaine prochaine, et je vous remercie de votre attention.